Toutes les relations n'ont pas besoin d'étiquette, et certaines des plus puissantes n'en ont jamais eu. Joan Baez et Bob Dylan n'ont jamais déclaré ce qu'ils étaient l'un pour l'autre, n'ont jamais expliqué comment leur histoire avait commencé, ni annoncé quand elle avait pris fin. Mais ce qu'ils ont laissé derrière eux n'avait pas besoin de définition. C'est devenu une part de l'histoire de la musique. Leur lien tacite a donné naissance à certains des hymnes de protestation et des ballades les plus poignants du XXe siècle. Ensemble, ils ont façonné le son d'un mouvement, sa voix claire et insoumise, ses paroles acérées et tourmentées. Aujourd'hui, à 84 ans, Joan Baez revient sur le silence qui a suivi, le pardon qui a pris toute une vie, et la manière dont cette relation sans nom est devenue l'un des plus grands héritages de la musique folk. Avant les chansons d'amour. Avant que Joan Baez et Bob Dylan ne deviennent le couple emblématique de la musique folk, ils étaient deux artistes très différents, avançant sur leur propre chemin au cœur d'un paysage culturel en pleine mutation. Leur histoire d'amour n'a pas commencé dans un élan de romantisme, elle s'est forgée dans les chansons de protestation, les clubs enfumés et une ambition insatiable. Quand Bob Dylan est arrivé sur la scène folk de New York, Joan Baez y régnait déjà. L'ascension de Baez a débuté en 1959, alors qu'elle n'avait que 18 ans. Elle a fait une percée spectaculaire au Newport Folk Festival, en interprétant un duo avec Bob Gibson qui a électrisé le public. Son soprano envoûtant, pur et inébranlable, semblait transpercer le chaos de l'époque. Cette performance lui a valu un contrat d'enregistrement et ses deux premiers albums, Joan Baez et Joan Baez Volume 2, sont rapidement devenus disques d'or. Baez est devenue célèbre non seulement pour sa voix, mais aussi pour les causes qu'elle défendait. Elle chantait lors des rassemblements pour les droits civiques, protestait contre l'armement nucléaire et refusait de se produire dans des lieux ségrégués. En 1961, elle n'était plus seulement une musicienne, elle était un mouvement. Les médias l'ont surnommée la reine du folk, et le magazine Time l'a mise en couverture en 1962. À cette époque, Baez était en tournée à travers les États-Unis. Sa popularité croissait rapidement, et sa voix était devenue un symbole de résistance. Elle était sous les projecteurs, et elle les utilisait. Au printemps 1961, alors qu'elle était en tournée à New York, un ami lui a conseillé d'aller voir un nouveau talent brillant dans une salle folk locale appelée Gaird's Folk City, à Greenwich Village. Là, dans une salle faiblement éclairée, remplie de fumée de cigarettes et de rêves non filtrés, Baez et son petit ami de l'époque ont vu monter sur scène un jeune homme à l'allure négligée avec un harmonica et une guitare. Il s'appelait Bob Dylan, bien qu'il fût né Robert Zimmerman à Duluth, dans le Minnesota. Il a chanté Song to Woody, un hommage à son héros Woody Guthrie. Baez a été bouleversé. « Bien sûr que j'étais complètement retournée intérieurement », se souvient-elle plus tard dans Rolling Stone. « C'était tellement beau. » Mais je ne pouvais rien dire, parce que j'étais assise à côté de mon petit ami très, très jaloux, qui, je crois, essayait de tuer Dylan dans sa tête. Dylan s'est approché après le concert et a timidement murmuré « salut !» Baez, ébloui, a pensé « il est brillant ». Ils ont à peine échangé quelques mots, mais quelque chose s'est déclenché. Lorsque Dylan a rencontré Baez, il n'était encore personne, juste un autre visage à Greenwich Village qui essayait de devenir quelqu'un. Il était arrivé à New York début 1961, prétendant avoir fait du stop depuis le Minnesota, bien que ses débuts soient empreints de demi-vérités et de légendes empruntées. Ce qui était réel, c'était son talent. Il jouait dans les cafés pour quelques pièces, écrivant des chansons en colère, poétiques et différentes. Inspiré par Woody Guthrie, Dylan a pris le folk et l'a transformé en quelque chose de plus brut et urgent. Bien qu'il fût encore brouillon, souvent vêtu de vêtements de seconde main et rarement sans son harmonica, Dylan avait déjà attiré l'attention de Columbia Records. Cette même année, il a enregistré son premier album, Bob Dylan,
et a commencé à travailler sur des chansons qui allaient définir une génération. Mais il n'était pas seul. À l'époque où il a rencontré Baez, Dylan entretenait une relation amoureuse avec Suze Rotolo, une étudiante en art italo-américaine politiquement engagée. Ils s'étaient rencontrés lors d'un événement folk et Dylan en était tombé éperdument amoureux. « C'était la chose la plus érotique que j'ai jamais vue », a écrit Dylan dans ses mémoires Chronicles, volume 1. Elle avait la peau pâle et les cheveux dorés et venait d'un pur milieu italien. On a commencé à parler et mon cœur s'est emballé. Rotolo était son égal intellectuel et sa muse artistique. Leur relation était intense, chaotique et dévorante. Elle l'a accompagné alors qu'il façonnait son identité politique et lui a ouvert l'esprit à des livres et des idées qui ont élargi sa vision du monde. Suze a inspiré plusieurs de ses premières chansons, notamment Tomorrow is a Long Time et Don't Think Twice, It's All Right. Sa présence figure même sur l'une des images les plus emblématiques de l'histoire du folk. Elle apparaît sur la pochette de The Freewheelin' Bob Dylan, bras dessus bras dessous avec lui, marchant dans une rue enneigée de New York. Mais à mesure que la célébrité de Dylan grandissait, leur relation s'effritait. Rotolo est parti en Italie en 1962 pour étudier l'art à Pérouse. Pendant ces 6 mois d'absence, Dylan s'est senti abandonné et plein de ressentiment. Leur lien s'est distendu. À son retour, rien n'était plus pareil. En août 1963, elle a quitté leur appartement. Plus tard, on apprit qu'elle était tombée enceinte pendant cette période et avait subi un avortement secret, un événement qui l'a hantée pendant des années. Elle écrira plus tard qu'elle était devenue juste une corde de plus sur sa guitare. De collaborateur à bien plus. Pendant que Dylan était enlisé dans sa relation avec Suze Rotolo, Joan Baez l'observait grimper. Bien qu'elle soit encore la plus grande star à ce moment-là, l'écriture de Dylan le distinguait rapidement. Ses paroles avaient du feu. Sa voix, bien que non formée, portait des vérités difficiles à ignorer. Elle commença à l'inviter à assurer ses premières parties, puis à partager la scène avec elle. Ce qui n'était au départ qu'une admiration professionnelle se transforma peu à peu en quelque chose de plus intime. Il avait quelque chose qui faisait que les gens s'arrêtaient pour l'écouter, dit Baez. Ce n'était pas juste une chanson. C'était un sentiment, un basculement. Leur alchimie sur scène était magnétique. En dehors, elle couvait. Lorsque tous deux interprétèrent With God on Our Side au Newport Folk Festival en 1963, la transformation était achevée. Ils ne faisaient pas que chanter le changement. Ils étaient le changement. 2 voix puissantes, désormais mêlées dans l'art comme dans l'amour. Leur relation évoluait en parallèle de leur collaboration artistique. Baez chantait souvent les chansons de Dylan avant même qu'il ne les publie. Don't Think Twice, It's All Right faisait déjà partie de son répertoire avant que la plupart des fans n'entendent la version de Dylan lui-même. Baez ne faisait pas que soutenir Dylan, elle contribuait à forger sa légende. Elle le faisait connaître à un public plus large. Elle le présenta à des figures influentes. Sa voix céleste donnait une nouvelle résonance à ses paroles, et elle faisait tout cela tout en tombant amoureuse de lui. Mais ce n'était pas à sens unique. Dylan, connu pour sa réserve légendaire, laissait néanmoins transparaître son affection, surtout dans sa musique. Des chansons comme Boots of Spanish Leather ou Mama, You Been on My Mind étaient aperçues comme des clins d'œil à Baez. Il n'a jamais déclaré son amour publiquement, mais entre les couplets et les regards sur scène, c'était évident. Elle comptait profondément pour lui. Leur amour n'a jamais été ordinaire. Il s'est forgé dans les marches de protestation et les chambres d'hôtel, dans les coulisses des festivals et les jams nocturnes sans fin. Ils se produisirent lors de la marche sur Washington en 1963, le jour où Martin Luther King Jr. prononça son discours « J'ai un rêve ». C'était plus qu'un symbole. Dylan et Baez devenaient la voix musicale du mouvement. Ils croyaient aux mêmes causes et leur musique reflétait cette unité.
La magie de Dylan et Baez ne résidait pas seulement dans leurs chansons, mais dans la manière dont leurs voix se mêlaient. La clarté de Baez rencontrait la rugosité de Dylan. Son cœur rencontrait son mystère. Ensemble, ils ne faisaient ça pas que chanter des ballades folk. Ils réécrivaient la bande-son culturelle des années 60. Elle l'appelait son garçon aux pieds nus. Il lui offrit certaines des plus grandes chansons jamais écrites. Ils s'inspirèrent mutuellement d'une manière qui transforma à jamais la musique folk moderne. Pensez à leur relation comme au tonnerre et à l'éclair, brève, intense, inoubliable. Ils brûlèrent vite, puis prirent des chemins différents. Mais ce qu'ils créèrent durant ces années, ces harmonies, ces protestations, ces souvenirs, résonnent encore aujourd'hui. Bob Dylan a-t-il vraiment aimé Joan Baez? La vérité est complexe. Dylan n'a jamais été du genre à exposer ses sentiments. Mais ses chansons disent ce qu'il ne pouvait pas formuler. La façon dont il la regardait dans les anciennes vidéos de concert. Le fait que sa voix à elle portait ses paroles bien avant que le public n'entende les siennes. Ces vers qui, dans ses chansons, semblent chercher quelque chose, quelqu'un, juste hors champ. Oui, il l'a aimé. Peut-être pas comme Baez en avait besoin, peut-être pas d'une manière durable, mais c'était réel. L'amour de Baez pour Dylan, en revanche, était visible. Elle l'adorait ouvertement, le défendait, l'a suivi jusqu'à ce qu'elle ne puisse plus. Promesse brisée et adieu silencieux. En 1964, la carrière de Dylan avait explosé. Le poète brut, nourri de protestations que Baez avait présentées au monde, attirait désormais des foules immenses par lui-même. Elle l'avait autrefois invité sur scène comme son protégé. Désormais, les rôles s'inversaient. Ce basculement de pouvoir tendait bien plus que leur dynamique scénique. Il ébranlait le cœur même de leur relation. Le point de rupture arriva lors de la tournée de Dylan au Royaume-Uni en 1965. Baez l'avait rejoint, s'attendant à chanter en duo, comme il l'avait toujours fait. On lui avait promis une affiche partagée et des performances chaque soir, mais rien de cela n'eut lieu. Dylan, englouti par l'engrenage de sa célébrité et entouré d'une nouvelle cour, journalistes, assistants, flatteurs, la laissa attendre en coulisses, soir après soir. Ses apparitions furent rares, sa présence à peine remarquée. Elle a été humiliée, raconta plus tard un ami. Baez, toujours fidèle à son uniforme folk, pieds nus, guitare acoustique, honnêteté désarmante, n'avait plus sa place dans le monde en pleine électrification de Dylan. Elle quitta la tournée plus tôt. Ce n'était pas seulement la fin d'un voyage, c'était la fin d'une époque. Une rupture finale, mais sans mots. Ça a été la blessure ultime, déclara plus tard Baez en interview. Ne pas être incluse, ne pas être reconnue, c'était pire qu'une gifle. Mais le vrai coup de cœur surviendrait quelques mois plus tard, en novembre 1965, lorsque Baez apprit que Dylan avait discrètement épousé le mannequin Sarah Lowndes. Et pire encore, Sarah était déjà enceinte du premier enfant de Dylan. Baez n'en savait rien. Elle ignorait même qu'il était sérieusement engagé avec quelqu'un. « Il ne m'a jamais rien dit », confia-t-elle. « Pas un mot. Je l'ai découvert comme tout le monde, au détour d'une conversation. Et soudain, tout s'est éclairé. Pourquoi j'avais été écarté, ignoré ?» La rupture n'a jamais été formalisée. Pas de conversation finale, pas de mot de clôture. Dylan est simplement passé à autre chose et Baez a dû donner un sens à ce qui s'était passé, seul. Pendant un temps, elle cessa de parler de lui en public. Ses concerts, autrefois ponctués de chansons de Dylan, prirent un ton plus intime. Et lorsqu'elle le mentionnait, c'était souvent avec un humour sec qui masquait une profonde tristesse. Un jour, elle plaisanta face au public. Il disait qu'il m'aimait, puis il disait qu'il m'aimait bien, puis il n'a plus rien dit du tout. La salle rit, mais pas elle. Des années plus tard, elle avoua. Nous étions juste des gosses. On ne savait pas ce qu'on faisait. Mais je l'aimais. Vraiment. Et je pense qu'il m'aimait à sa manière,
même s'il n'a jamais su le dire. Transformer la douleur en chanson. En 1972, près d'une décennie après leur rupture, Joan Baez sort To Bobby, une lettre ouverte à l'homme qu'elle avait autrefois aimé. Ce n'était pas une chanson amère, mais une supplique. Elle l'appelait à revenir à ses racines politiques, lui demandait pourquoi il s'était détourné du mouvement de protestation qu'ils avaient défendu ensemble. « Entends-tu les voix dans la nuit, Bobby » chantait-elle. « Elles crient pour la justice et une juste part du gâteau. » Dylan ne répondit jamais, du moins pas directement. Mais 2 ans plus tard, en 1974, il l'appela. Il invita Baez à rejoindre sa tournée Rolling Thunder Revue de 1975, un spectacle itinérant théâtral et chaotique où l'art se mêlait à la folie. Durant cette tournée, ils semblèrent se retrouver un fragment de leur ancienne complicité. Ils chantaient côte à côte, plaisantaient, même devant les caméras. À un moment, Baez lui lança en souriant. « Qu'est-ce qui se serait passé si on s'était marié, Bob ?» Dylan, fidèle à son style énigmatique, répondit « J'ai épousé la femme que j'aimais. » La caméra captura le visage de Baez entre sourire et grimace. Leurs retrouvailles furent temporaires, éphémères, mais réelles. En 1975, Baez publia ce qui deviendrait sa chanson la plus célèbre, Diamonds and Rust. Écrite pour Dylan, c'était à la fois un hommage et une libération. Tu es apparu déjà en légende, ce phénomène mal lavé, le vagabond originel. La chanson retraçait l'arc de leur relation, de l'intimité à l'éloignement. Elle était tranchante, implacable, profondément personnelle. Et maintenant tu me dis que tu n'es pas nostalgique. Alors trouve-moi un autre mot. Contre toute attente, Dylan a aimé la chanson. Il aurait appelé Baez après l'avoir entendue et lui aurait simplement dit « Super chanson ». Mais Diamonds and Rust était bien plus qu'une belle chanson. C'était une forme de clôture. Baez reprenait le contrôle de son histoire après des années de silence. C'était sa manière de dire « Oui, j'étais là. J'ai compté, je l'ai aimé, et il m'a brisé. » Ce que Dylan a dit et n'a pas dit. Bob Dylan a rarement parlé publiquement de ses relations personnelles et encore moins de Baez. Mais lorsqu'il le fait, ses mots sont teintés à la fois d'admiration et de regret. Dans le documentaire Joan Baez, How Sweet the Sound, Dylan évoque son influence. Elle avait une voix de soprano à couper le souffle. Je n'arrivais pas à l'oublier. Il a également reconnu la douleur qu'il avait causée. J'essayais juste de gérer la folie qu'était devenue ma carrière, et malheureusement, elle a été emportée dans le tourbillon. Ça m'a fait beaucoup de peine. J'ai été désolé de voir cette relation se terminer. Ce regret, bien qu'à peine exprimé, restait en filigrane du mythe Dylan. Il savait que Baez l'avait soutenu avant même qu'il ne soit célèbre. Elle chantait ses chansons devant des foules qu'il ne pouvait qu'imaginer atteindre. Quand il s'est lancé dans le rock électrique, il l'a laissé derrière, elle et tout cet univers. Vie séparée, héritage parallèle. Après leur rupture fatidique, Joan Baez et Bob Dylan ne se sont jamais vraiment retrouvés, ni comme amants, ni même tout à fait comme amis. Mais ce qu'ils ont trouvé, ce sont des chemins séparés qui, malgré leurs divergences marquées, ont toujours couru en parallèle. Liés par l'histoire, l'influence et des émotions inachevées, ces 2 légendes ont vécu des vies définies non par leur romance, mais par leur musique, leurs convictions et une forme discrète de réconciliation avec le passé. En 2012, des décennies après le chagrin, Joan Baez fit quelque chose d'inattendu. Elle se mit à peindre des portraits de célébrités. L'un d'eux, bien sûr, fut celui de Dylan. Au début, elle n'y attachait pas une grande importance, juste un exercice artistique de plus. Mais à mesure qu'elle peignait en écoutant sa musique en fond, quelque chose changea en elle. Dès le 2e portrait, j'ai mis toute sa musique en aléatoire et j'ai juste pleuré, raconta-t-elle. J'ai pensé, bon sang, pourquoi je râle encore? J'ai eu la chance de connaître cet homme, de chanter avec lui. Tout ce qui restait en moi a disparu. Elle décrivit cette expérience comme étrangement cathartique,
un processus de pardon complet. Pour une femme qui avait un jour dit que Dylan l'avait laissée totalement démoralisée, cette libération émotionnelle était durement acquise et attendue depuis longtemps. Après avoir terminé le portrait, Baez écrivit à Dylan une lettre pleine d'émotions. Elle n'y mit pas d'adresse de retour, ne demanda rien. « Je voulais juste qu'il sache ce qu'il représentait pour moi, » dit-elle. « Et je ne le reverrai probablement jamais, et c'est très bien ainsi. » Bien qu'ils ne soient pas restés en contact étroit, le lien demeure, estompé, compliqué, mais indéniablement réel. « Nous étions juste des gamins, » admit Baez en 2023. « On était idiots, et on ne peut pas en vouloir à quelqu'un pour toujours. J'ai essayé, c'est vrai, mais j'ai fini par arrêter. » La guérison ne fut pas immédiate. Pendant des années, Baez évita Dylan. Lors d'un concert pour les droits civiques à la Maison-Blanche en 2010, elle avoua avoir tout fait pour ne pas le croiser. « Qu'il passe à côté de moi aurait été un scénario trop dur à vivre, » dit-elle. « Ça ferait remonter des émotions inutiles. » Et pourtant, le fil ne s'était jamais rompu. Ils s'étaient brièvement retrouvés lors de la Rolling Thunder Revue en 1975. Sans romance, mais avec respect mutuel et harmonie familière. Dylan avait même baissé la garde, plaisantant avec elle devant les caméras. Mais les blessures n'étaient pas encore guéries. Pas tout à fait. Dans ses années plus mûres, Baez se montra étonnamment lucide sur sa vie personnelle. En revenant sur son mariage avec l'activiste David Harris, qu'elle avait épousé en 1968 après une romance éclair nourrie par leur engagement contre la guerre, elle déclara « Je voulais être une grande épouse, une grande mère. Je voulais faire des cookies, tout ça, mais je n'ai jamais su être cette personne. » Leur fils, Gabriel, naquit en 1969, alors que Harris allait en prison pour refus de conscription. Le mariage prit fin en 1973, mais ils restèrent proches jusqu'à la mort de Harris en 2023. Baez ne se remaria jamais. « Pourquoi commencer quelque chose de nouveau ?» dit-elle avec malice. « J'ai trop travaillé pour trouver la paix. Pourquoi tout gâcher ?» Sa vie amoureuse après Dylan et Harris fut sporadique, non conventionnelle, parfois surréaliste. Elle fréquenta brièvement des musiciens comme Chris Christopherson et Mickey Hart, des Grateful Dead, et repoussa même une tentative de flirt de John Lennon. Au début des années 80, elle sortit avec Steve Jobs. « Il était adorable », se souvient-elle, mais la moitié du temps, je n'avais aucune idée de ce qu'il racontait. Lui, c'était les ordinateurs. Moi, les chansons de protestation. Lorsqu'on lui demanda un jour ce qu'elle pensait de son passé sentimental, Baez éclata de rire. « Quelqu'un m'a dit un jour que j'étais probablement la seule femme vivante à avoir vu Bob Dylan et Steve Jobs nus. J'ai répondu « En même temps ?» Alors que Baez s'orientait vers l'art visuel et la réflexion intérieure, Dylan restait Dylan, fuyant, énigmatique, toujours en tournée, toujours en train d'écrire, toujours en train de se réinventer. Après son mariage secret avec Sarah Lowndes en 1965, Dylan s'éloigna encore davantage de son image de protestataire. Leur union, longtemps tenue secrète, donna naissance à 4 enfants et dura jusqu'en 1977. Plus tard, il épousa la choriste Caroline Dennis dans une autre union cachée, avec qui il eut un 5e enfant, un mariage resté inconnu du public jusqu'en 2001. Baez et Dylan sont devenus des icônes à part entière. Dylan, caméléon éternel, reçut le prix Nobel de littérature en 2016, une consécration confirmant sa place dans le panthéon des artistes mondiaux. Il a publié plus de 50 albums, écrit plus de 6000 chansons. Des présidents l'ont décoré. Des musées lui sont dédiés. Baez, quant à elle, bien que moins dominante commercialement, a construit une carrière fondée sur l'intégrité et le militantisme. Elle a sorti plus de 30 albums, été intronisée au Rock and Roll Hall of Fame et est restée une voix infatigable pour la paix et les droits humains. Sa tournée d'adieu en 2019 s'est jouée à guichet fermé, saluée par les générations d'artistes qu'elle a inspirés. Ils ont mené des vies différentes, mais leur impact s'est toujours reflété en parallèle. Baez a donné une voix à la protestation,
Dylan lui a donné sa poésie. À 84 ans, Joan Baez a finalement brisé son silence, non pas dans l'amertume, mais avec lucidité et grâce. À travers les larmes, les portraits et des chansons éternelles, elle a montré au monde que même les blessures les plus profondes peuvent devenir source de guérison. Son histoire avec Bob Dylan ne s'est pas achevée sur scène. Elle résonne encore dans chaque parole, chaque silence, chaque souvenir enveloppé de musique. Si cette histoire vous a touché, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner pour découvrir d'autres moments méconnus de l'histoire de la musique. Et maintenant, dites-nous, pensez-vous que Joan Baez a inspiré les plus grandes chansons de Dylan ou n'était-elle qu'un chapitre d'une histoire bien plus vaste?